Qui ne parle pas encore. Et puis il a réussi à ne pas manger les envies de tout. Donc ça c'était dernièrement, hein, moi-même j'en étais un peu étonnée. Alors est-ce que parce que si nous à côté, donc ça fait 1 an qu'on travaille aussi en sorte de vibration, des massages faciaux, etc. Donc est-ce que cela favorise donc le couscous ou quoi, il y avait donc un peu trop de légumes, trop de couleurs. L'enfant ne mangeait pas, alors que quand il n'y avait qu'une seule carotte, eh ben, il mangeait. Donc il faut savoir aussi que ça peut venir aussi par visuellement, donc il y a trop d'informations et donc l'enfant ne va pas toucher. Donc ça peut avoir, il peut y avoir effectivement derrière tout ça, derrière ces troubles alimentaires, plusieurs causes. Je voulais aussi, concernant l'intervention également, donc vraiment des selles pâteuses, des selles avec des glaires, enfin on voit bien vraiment l'état des intestins. Et en effet, le sucre va favoriser donc, les mauvaises bactéries, nourrir les mauvaises bactéries. Et en effet, quand on a les intestins poreux, il faut savoir que notamment et surtout le gluten et la caséine donc sont des molécules qui passent à travers les parois intestinales et se retrouvent dans le sang et reconnus donc comme un corps étranger à l'intérieur du corps et du coup tout le système, et bien sûr ça passe par le sang, donc passe par le cerveau, etc. Et tout le système donc, est dérangé, effectivement, donc il va y avoir pas mal de troubles à côté. Et il y a un papa qui me disait que quand son enfant avait fait ce changement alimentaire, l'enfant a même commencé à parler. Et quand il y a des petits soucis familiaux, il n'y a plus du tout de changement alimentaire et l'enfant a complètement régressé, même au niveau de la parole. Donc voilà, c'est un enfant qui ne parle plus, alors qu'il avait commencé à dire des mots, et puis qui a développé pas mal d'autres troubles. Donc la question alimentaire est très très importante, et moi je dirais même que c'est le premier cerveau, hein, les intestins, et quand les intestins sont inflammés, donc ça inflamme le cerveau, et le cerveau ne pourra donc pas faire la connexion qu'il faut. Et l'hyperstimulation par rapport aux couleurs, par rapport à la texture. Et c'est là où il faut vraiment être patient. Je parle vis-à-vis des parents. Il faut vraiment y aller doucement, progressivement, en incitant. Donc là, le témoignage là, que vous avez rapporté, c'est un papa qui a forcé. Moi, j'ai un autre témoignage d'une maman qui avait justement été très patiente avec sa fille autiste. Et que, en voulant lui donner à manger tel que ça a été décrit, elle ne voulait pas. Vraiment, c'était non, c'était vraiment non. Et elle l'a laissé. Donc, elle a laissé. Et donc, elle disait qu'elle n'a pas mangé pendant 2 jours. Elle refusait, c'est-à-dire qu'elle allait vers elle. Elle a dit non carrément. Donc, je ne veux plus manger. Et au bout de 2 jours, elle est revenue vers l'alimentation spontanément, comme ça. Voilà, elle a commencé à bouffer. Et c'est comme ça qu'elle a accroché vraiment à ce volet alimentation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expériences, beaucoup des parents vivent leur détresse, encore la situation de ces enfants, et ça les rend encore plus irritables et plus violents. Et justement, les huiles essentielles, les traitements aux huiles essentielles, donc a montré son efficacité par rapport à cette symptomatique. Donc tout, vraiment, et tout ce qui est naturel. Quand on a recours à des remèdes naturels, il faut respecter le rythme, la vitesse de la physiologie. Donc ce n'est pas des antibiotiques qui vont faire un effet immédiat ou des anti-fiévreux, donc au bout de 1 heure, c'est bon, la personne elle n'a plus le symptôme. Donc là, c'est le corps qui va reprendre le dessus et qui va mettre en place ces mécanismes d'auto-guérison, ces mécanismes d'auto-cicatrisation, c'est-à-dire qu'il va se reprendre doucement. Donc là aussi, il faut vraiment être patient à ce niveau-là. Notamment la sœur là-bas qui a parlé de l'enfant qui ne voulait pas manger de la compote. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, Aya, tout à l'heure, dans le sens où parfois les enfants, il faut les mettre en forme, etc. Mais des fois aussi, c'est simple. Ça peut être un adulte, n'importe qui n'aime pas la tomate, et peut-être que cette personne n'aime tout simplement pas la compote. C'est peut-être une question de mise en forme. La compote, c'est une texture assez particulière.
vu que des fois, il ne faut pas aller chercher super loin, donc ils n'aiment pas, ils ne mangent pas. Je travaille avec les enfants, donc je sais que des fois, c'est la plupart des goûters, c'est ça, c'est une compote, c'est une madeleine, donc ça revient assez souvent. Mais des fois, il ne faut pas aller chercher loin. Donc je récapitule un peu ce qui a été dit. La sœur qui a dit sur l'histoire aussi du fromage. Aujourd'hui, j'ai peur que les gens sur l'autisme et sur les enfants, généralement, ils n'aiment pas forcer. Parce que c'est avec les avancées aujourd'hui en termes d'information, etc., on a peur de retomber sur des notions préhistoriques où on se dit que forcer n'est pas la solution et qu'il faut amener l'enfant par sa propre volonté. Je suis d'accord sur ce principe-là. Quelque chose qu'une personne fait d'elle-même est plus sensé. Mais comme quoi, je pense qu'on a un blocage aussi sur ça. Et que dans chaque chose, il y a quelque chose de précurseur. Donc refaire aussi des méthodes à l'ancienne, comme peut-être forcer une personne à manger, ça peut aussi la débloquer. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il faut être dans le juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut essayer. Et à un moment donné, il faut un petit peu augmenter la cadence. Et c'est ça, c'est-à-dire trouver un juste milieu, pas être dans l'hypo, pas être dans l'hyper. Donc il faut vraiment, à un moment donné, inciter l'enfant vraiment à goûter, à y aller, à prendre. Donc c'est un juste milieu. Alors merci pour le partage. J'ai juste quelque chose, ça, j'ai oublié ce que tu as dit, j'avais une intervention sur le dernier truc que tu avais dit, et je ne sais plus c'était quoi, si tu t'en rappelles. Je répondais à une des questions. Ouais. Mais je sais plus ce que tu avais dit. C'était la réponse à une de mes questions. Ouais. C'était pas. Non, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Ça m'échappait. Oui, on n'a pas retenu. Par contre, juste quelque chose d'intéressant, en fait, comme je vous avais dit, dans la triade, ils ont des rituels. Et moi, ce que j'ai observé, parce qu'il y a toute la science, il y a les livres, mais moi, j'apprends beaucoup aussi cliniquement, auprès des patients. Et donc, j'ai observé ce fameux... il est en Belgique maintenant. Et en fait, il avait des rituels alimentaires tous les matins. Il disait chocolat. Il lui fallait son carré de chocolat pour bien démarrer la journée. Ou bien vous avez des enfants aussi à table qui vont réclamer, pas tous bien sûr, leur morceau de fromage. Donc là, après, c'est vrai que ce n'est pas une alimentation saine si on prend le fromage à part. Mais je pense qu'aussi, on peut faire des petits écarts, bien sûr, des petits écarts. Et pourquoi pas, voilà, lui proposer le fromage. Et puis ensuite, là, ça va dérouler ensuite par l'acceptation de son repas. Ils sont ritualisés, certains sont ritualisés, voilà, il me faut ça pour commencer. Et je pense qu'on parle d'enfantisme, mais même nous, on a tous des rituels, enfin, je sais que, excusez-moi, le petit déjeuner, il me faut quelque chose au chocolat. Sinon, ben voilà. Enfin, désolé. Les écrans aussi. Comment? Les écrans. Les écrans. Ça a un impact sur les autistes. Les écrans. Les écrans. Justement, j'avais reçu une vidéo, tout à fait, très bonne question. Justement, par rapport à l'augmentation, le plus jeune, que je ne sais pas comment il s'appelle. Ayoub. Oui, excuse-moi Ayoub. Justement, ça répond aussi à une de tes questions, que justement, l'augmentation de l'autisme, justement, il y avait une pédiatre qui avait fait, justement, qui a rencontré beaucoup d'enfants. C'était une vidéo il y a 2 ans, 1 an, 2 ans que j'ai reçu, et elle observait qu'il n'y avait pas des enfants autistes, mais des troubles autistiques, parce qu'il y a l'autisme et il y a les troubles autistiques. On est amené de plus en plus à rencontrer des enfants de troubles autistiques, et je me demande même, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que le diagnostic est posé plus tard, parce que est-ce que c'est de l'autisme, est-ce que c'est des traits autistiques, est-ce que ce sont... Voilà, il y a beaucoup quand même de questionnements là-dessus, et les appareils, oui, tout ce qui est portable, tout ce qui est télé, voilà, on voit bien quand même que l'enfant de plus en plus est addict. De plus en plus addict, vous le voyez à 6 mois déjà. Voilà. Les enfants, nous aussi. Oui, non, bien sûr, tout à fait. Les adultes, c'est pas les parents, ce n'est pas mieux. Là, je ne vais pas rentrer dans les fratries qui éclatent à cause du papa sur l'ordinateur, la maman là-dessus, l'ado dans sa chambre, l'enfant face à son petit jeu, je ne sais quoi. Et c'est vrai que de plus en plus, ça devient quand même une addiction assez importante qui peut conduire malheureusement à des traits autistiques. Je crois que le docteur a un séminaire spécial sur les producteurs. Les
perturbateurs endocriniens. Oui. Donc justement, la pollution électromagnétique, c'est justement tout ce qui est tablette, tout ce qui est écran, ça fait partie des perturbateurs endocriniens et c'est un des facteurs justement environnementaux qui sont à l'origine des troubles autistiques. Et maintenant, moi, ce que justement, j'ai oublié le nom de cette pédiatre, donc elle a... Voilà, Duconda, merci. Donc, docteur Duconda. Donc, elle a même allé plus loin, c'est que dans les carnets de santé maintenant des enfants, il va y avoir un volet où on va rajouter que interdiction de tout ce qui est tablette avant l'âge de 3 ans. Donc ça va être rajouté justement parce que c'est un véritable fléau, les portables, enfin les écrans en général. Ça perturbe pas mal donc le développement cognitif, neurologique des enfants. Moi, je reviens sur l'alimentation. Oui. En fait, je donne ma propre expérience. Parce que moi, j'ai un fils qui a des troubles autistiques. Il a maintenant 6 ans. Mais des fois, chez les enfants autistes, il faut vraiment forcer, comme m'a dit le médecin. Des fois, il faut forcer. Pourquoi il faut forcer? Parce qu'en fait, je me pose des questions. Par rapport à mon fils, je parle. Des fois, c'est comme s'il fait des choses exprès, comme s'il comprend. Des fois aussi, je vois que là, il ne comprend pas vraiment. Je vais forcer, mais là, il ne comprend pas. Mais des fois, je sais que là, il comprend ce qu'il fait. Comment je peux donner comme exemple? Des fois, il peut monter sur la machine à laver, sauter sur les congélateurs. Si je lui dis, Emmanuel, arrête ça. Il me regarde, il arrête, il descend. Mais après, si je ne suis pas là, il va venir voir si je suis au salon, il regarde. Après, il retourne vite, il remonte encore. Parce qu'il sait que je vais le suivre. Emmanuel, il redescend vite. Là, je vois qu'il comprend et il fait ça exprès. Du coup, il sait qu'il peut se faire mal, il ne peut pas monter là. Je ne sais pas peut-être si le docteur va me contredire. Bon, là, je parle de ma propre expérience. Pour l'alimentation, il y a des histoires que j'ai forcées en lui qu'il ne mangeait pas avant. Dès que vous lui présentez, il refusait. Après, je lui demandais, mais tu vas manger quoi? Tout ce qu'on te propose, tu refuses. Au juste, tu vas rester comme ça. Et après, je lui ai laissé comme ça en famille. Il n'a pas mangé. Et du coup, quand il a eu faim, je lui ai proposé le même outil que je lui avais donné. Et il a mangé. Et du coup, c'est parti. Il a commencé à manger ça. Maintenant, il mange normalement comme tout le monde. Tout ce que je propose aux autres, il mange ça sans problème. Les cas aussi pour sa toilette, c'était parce qu'il est jumeau avec sa sœur jumelle. Quand ils ont eu 3 ans avant d'aller à l'école, avant je ne comprenais pas qu'il a des petits troubles. Parce qu'il est né normal et il n'y avait pas d'anomalie à partir de l'âge de 3 ans que je peux constater que non. Mon fils, vraiment, c'est comme si quelque chose ne tourne pas au rond de sa tête. J'ai essayé la toilette avec sa sœur jumelle. 2 jours, c'est passé. Mais avec lui, j'ai pris du temps, 1 mois. Et il n'arrive pas toujours. Et après, je lui ai ramené, comme j'étais suivie par une perfectrice qui venait à la maison. Et il m'a dit, non, je vois comme si ton fils, il a des troubles, ainsi de suite. Nous sommes venus au CMP, il a été consulté, diagnostiqué. Ils ont dit que oui, il a des troubles autistiques et je ne peux pas forcer des histoires en lui. Mais quand il a eu ses 5 ans d'âge, il faisait toujours la toilette dans la couche. Après, je me disais, bon, je ne sais pas si je devais... Il y avait une amie qui avait aussi son fils, qui était plus grave que mon fils. Après, j'ai vu son fils aller à la toilette. Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu as fait pour que ton fils puisse aller à la toilette? Il m'a expliqué ce que sa mère a fait. Il a dit, bon, une fois, ma mère l'a vu mon fils fait caca par terre. Il lui a frappé dans ses pieds. Il lui a frappé très fort. Il lui a dit, regarde, tu dois faire caca là. C'est pas ici. Après, mon fils, à chaque fois, il partait à la toilette. Il ne faisait pas caca dans le kit. Il entrait, il s'assoit, mais il ne fait rien. S'il veut faire caca, il fait par terre. Ou soit il réclame la couche, pour que tu lui mets la couche qu'il fasse à la couche. Après, une fois, il a fait caca par terre, là, et puis, moi, j'ai dit, non, tu ne peux pas faire ça, parce qu'il y a, qu'est-ce que tu fais là sur le kit? Tu t'assois seulement, tu fais rien pour faire. Et moi aussi, j'ai adopté la même méthodologie. Franchement, je l'ai frappé au pied pour me dire que, écoute, tu ne fais pas caca là, tu dois faire là. Et du coup, c'est parti. Et c'est fini depuis ces jours-là. Des fois, chez les enfants autistes, il faut insister, forcer, et ça va. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci pour le partage. C'est vrai que c'est une grande problématique qui se pose pour les parents, c'est quelle est la limite entre le caprice et réellement il n'a pas compris. C'est-à-dire pour pouvoir vraiment distinguer entre les deux. Parce que
Quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, il va prendre ça comme étant des caprices. Surtout s'ils sont un petit peu, voilà, donc 2 ans, 3 ans, il va dire, mais des fois, c'est pas un caprice, c'est que réellement, il est dans la difficulté, il ne comprend pas. Là, le cas de votre fils, c'est vrai qu'il mesure le risque, parce qu'il sait que de sauter voilà, donc du congélateur, voilà, donc c'est dangereux. Ça, donc il mesure, c'est-à-dire, parce que donc ils sont aussi intelligents, donc ils testent à quel point je peux me permettre. Et qui puisé, il a une sœur jumelle, c'est-à-dire que peut-être qu'il va dire, il va se comparer, il va attirer l'attention aussi. Moi, enfin, c'est que le parent qui est en mesure de juger vraiment est-ce que l'enfant est réellement en danger, est-ce que l'enfant est réellement, vraiment c'est un besoin, ou il le fait pour faire marrer un petit peu, pour attirer l'attention. C'est-à-dire que c'est très délicat, et c'est pour ça qu'encore une fois, cet accompagnement des parents est très très important. Et moi, dans tout ce que j'ai vu, dans toutes les lectures que j'ai faites et tout ça, ce sont les associations des parents d'enfants autistes qui ont fait avancer, vraiment, qui ont permis que d'autres parents comprennent. Parce qu'ils ont un vécu, ils ont eu des résultats pour certains, carrément, ils ont écrit des bouquins, donc où l'enfant était vraiment prédestiné vraiment à ne pas être normal. Alors il a fait ses études, donc il a eu une carrière socio-professionnelle qui est vraiment bien, il s'est bien inséré ou intégré dans la société, mais grâce aux efforts des parents. Donc heureusement qu'il y a ces témoignages qui donnent de l'espoir et qui permettent aux parents justement de persévérer. Donc c'est très très important. Et c'est pour ça, c'est vrai que l'accompagnement des parents et l'information aussi donc, est importante pour pouvoir voilà, aider de manière efficace son enfant. Et aussi de garder le moral, parce qu'il ne faut pas, donc là on parle des enfants autistes, mais il y a une grande souffrance chez les parents aussi, qu'ils soient vraiment accompagnés psychologiquement, qu'ils soient vraiment donc, encouragés dans leur démarche. Moi j'ai une famille que je connais qui a 3 cas d'enfants autistes avec différents degrés. Ils ne vivent plus presque parce que leur vie est autour de ces enfants-là. Donc il n'y a plus de projet pour cette famille, il n'y a plus donc voilà, donc ils vivent au jour le jour avec leurs enfants. Et ça, c'est vraiment, sur le plan psychologique, c'est très très impactant, surtout si les parents aussi, donc ils ont fait des études, ils ont vraiment donc, des postes assez importants, et que paf, ils se retrouvent un petit peu pris, coincés avec l'expérience qu'ils vivent avec leurs enfants. C'est très dur donc c'est une réalité qui est très dure pour eux. Déjà, moi j'ai envie de dire un grand bravo à tous ces parents, parce que nous, on a beau dire il faut faire ci, il faut faire ça, donc on ne vit pas avec, on n'est pas dedans H24. On ne peut pas se permettre de juger ou autre, mais en tout cas bravo. Toutes les techniques, on va les utiliser jusqu'à trouver la bonne façon avec un enfant. Moi qui suis un peu montessorienne, ça me fait penser à ce que Madame Montessori disait, que l'enfant en fait, il avance par période, par cycle. Il y a des moments, en fait, il est en période sensible. Du coup, ça peut expliquer en fait le cas de l'enfant qui a commencé à manger du fromage, ou l'enfant qui commence à être propre. En fait, il est dans sa phase. C'est comme si le cerveau, il avait toutes les portes ouvertes pour apprendre. Des fois, on a envie d'apprendre des choses aux enfants. Tant qu'ils ne sont pas dans cette période sensible, on a beau parler chinois, anglais, toutes les langues du monde, quand il n'est pas dans sa période, rien ne va rentrer. Voilà. Et en fait, ce qui peut... Souvent, comme tout à l'heure, j'ai bien aimé les différents partages, mais que ce soit l'autre, le papa qui a forcé son fils, que ce soit la maman qui a fait un tel, qui a fait un câlin, un bisou, peut-être que l'enfant il recherche juste une expérience pour apprendre, pour comprendre que, ah oui, si je fais ça, c'est bon pour moi. Même nous, en tant qu'adultes, des fois on peut nous expliquer les choses 1000 fois, si on n'est pas prêt à apprendre, à comprendre, ça rentrera pas. Donc voilà, tous les moyens sont bons, certains discutables, après ça reste un jugement personnel, mais en tout cas un grand bravo encore. Moi je suis vraiment dans le respect des parents qui vivent ça au quotidien. Juste une dernière chose, vous avez parlé de la porosité intestinale, mais pas des probiotiques, c'est fait exprès,
ça peut peut-être faire un apport en plus ou pas. Oui, donc c'est pour ne pas s'étaler. C'est vrai que le sujet est trop vaste et le temps imparti ne peut pas donc, contenir toute l'information. Alors, c'est vrai que donc... Tout le monde parle aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis devant des gens experts, des parents, mais aussi des gens qui travaillent dans cette structure-là. Donc je dois remercier la sœur Chahra et son équipe et l'association Branche de l'Espoir qui met à notre disposition des gens avec ces qualités-là. Et particulièrement Nassera et Boda aussi. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je dois dire aussi que notre association Human Appeal et l'association Branche de l'Espoir amènent des projets ensemble en Palestine, au Maroc et d'autres endroits. Donc voilà, on a les mains dans les mains pour redresser la justice et la solidarité. J'ai remarqué avec ce qu'elle a dit Ouda par rapport au régime et d'aliments, en fait, on arrive quand même à obtenir des résultats magnifiques, donc soignés, on va dire. Et donc pourquoi pas, on pense pas à des structures pour accueillir les enfants, à ces structures-là, pour introduire ces régimes-là et soulager un peu les parents au lieu de les laisser tout le temps en train d'amener ces combats tout seuls. À un moment, on fait peut-être dans la journée ou un long séjour des enfants et les amener en fait à essayer ces régimes-là. Et moi j'ai vu en fait l'expérience d'autres personnes dans les structures de soins. Ils ont fait participer les enfants dans la cuisine à produire ce plat qu'ils vont le manger. Donc un atelier de cuisine avec l'enfant. Particulier, quand elle prépare quelque chose avec ses propres mains, peut-être elle va l'accepter mieux. Et donc on va utiliser tous les produits qu'on a vus, les régimes, et l'enfant elle va travailler avec ces produits-là, les produits sains. Donc peut-être aussi au niveau économique, si on doit alimenter l'enfant avec ces produits tous les jours, c'est un charge aussi économique pour les parents. Donc c'est pour ça, à notre structure, ça peut aider à les faire soulager leur budget aussi de la famille. Voilà, merci. Alors je vous remercie pour ce partage. Effectivement, quand les personnes donc, mettent en place une bonne alimentation qui est donc ces régimes-là pour leurs enfants, donc ça a été évalué statistiquement. Déjà, il y a une amélioration, rien qu'en changeant le mode d'alimentation, de 30%. Vraiment les 6 semaines là. L'expérience qui a été menée 6 semaines, donc ils ont constaté 30% d'amélioration de l'état, donc d'amélioration clinique de l'état de ces enfants autistiques. D'opinion dans les différentes personnes qui sont là. J'avais une question et après une proposition. La première question, elle est celle-ci. Est-ce que le caprice de l'enfant autiste, est-ce que c'est à peu près le même âge qu'un enfant qui n'est pas autiste? Ça, c'est la première question. Et donc, par rapport à cette conférence qui est très intéressante, je lance l'idée, pourquoi pas, d'essayer de lancer peut-être une plateforme de réflexion qui aboutira peut-être après sur les actions communes. Je pars du principe qu'il faut rien attendre de personne, si ce n'est de nous-mêmes, pour que les choses puissent évoluer. Et donc, je lance cette idée, pourquoi pas, d'essayer de lancer une plateforme de réflexion et une voie d'action en essayant de mélanger les différentes réflexions, les différentes expériences de chacun et de chacun. Merci beaucoup pour ce partage. Alors moi, je ne suis pas spécialiste dans le développement et l'évolution du comportement de l'enfant, mais sur le plan, donc, ça c'est quelque chose qui est courant, donc on l'entend chez les parents d'enfants autistes, c'est cette difficulté à pouvoir faire le distinguo entre un caprice et vraiment, est-ce que c'est des soignants? On prend, voilà, une personne adulte ou un enfant, crier, on n'aime pas. Il faut avoir toute cette notion d'intonation aussi, a un impact aussi sur l'enfant autiste. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bien parfois, en lui disant d'arrêter, par exemple, ils aiment beaucoup parfois jouer avec l'eau. Il y a un enfant, on ferme à chaque fois le robinet d'eau et sa salle de bain parce qu'il va y aller et lui dire, aller l'accompagner en le touchant, lui faisant comprendre, non, stop, il va arrêter. Après,
Après, c'est vraiment au cas particulier. Chaque enfant autiste est différent. L'autisme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une certaine symptomatologie, mais chaque cas d'enfant autiste est vraiment différent. La prise en charge, elle est différente, individualisée. Ce n'est pas une prise en charge pour tout enfant qui sera la même. Voilà, elle n'est pas standardisée, elle n'est pas protocolisée, elle est vraiment individualisée. Merci pour votre Voilà. Excusez-moi, j'ai une question par rapport à